Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. On est de retour cette semaine avec Hervé Gagnon. Et là, on va parler de ses romans plus récents. On a parlé un petit peu la semaine dernière de Vérité, Hervé. Et voilà, je vais remontrer l'œuvre pour que Luc puisse prendre une prise de vue. C'est un beau livre. Là, je vois des croix gammées et je pense que ça, c'est le tome 1. Mais le tome 2 vient de sortir, donc c'est vraiment tout chaud, ça. Ça sort du four. Oui, c'est les deux romans les plus récents. C'est le tome 1 le printemps dernier, puis le tome 2 qui vient de sortir, là, je pense que c'est en fin mars, début avril, quelque chose comme ça. Oui, et puis, donc, un auteur prolifique. Je vais lire Landau, si tu permets, parce que je pense que ça va intéresser plusieurs lecteurs dans la région. Alors, c'est le Landau du tome 1. On est en mars 1939. La guerre est sur le point d'éclater et le Troisième Reich prépare la solution finale. Heinrich Himmler et ses SS rêvent de restaurer la mythique civilisation aryenne. Pour y arriver, ils suivent la piste d'une légende centenaire qui, l'espèrent-ils, leur permettra de détruire la chrétienté. Sur ces ruines, ils reconstruiront l'antique religion nordique. Dans un petit village du sud de la France, Roland Sennettach, né d'Année, est lancé bien malgré lui sur les traces de Gondemar de Rossal, qui était le héros de Dannée. Sa mission, protéger la vérité jusqu'au jour de sa révélation. Mais la vérité est encore plus sombre qu'on ne le croyait et les factions qui la convoitent ne reculeront devant rien pour s'en emparer. Au-delà du statut de son âme, c'est le cours de l'histoire que Roland tient entre ses mains. Alors, ça a été deux quand même bonnes briques qui ont été écrites en moins d'un an ou presque. À peu près, oui. Ben, en fait, c'est quand le premier tome sort, toi, tu es en train de terminer le deuxième. Hein? Ah, et est-ce que tu es en train de terminer le troisième? Non, il n'y en a pas de troisième. Ah non? Non, toute bonne chose a une fin, puis malheureusement, c'est les mauvaises souvent qui n'en ont pas. Les bonnes, il faut savoir les finir. Bien, ceux qui ont été les fans de la série d'Année ont été enchantés, j'imagine, ou sont enchantés par Vérité, mais vont sûrement t'en redemander plus. Bien, il y aura toujours moyen. J'ai encore une petite porte de sortie. Je pourrais leur faire encore un dernier petit plaisir. Bon, puis ensuite, ce sera officiellement fini. On va l'espérer. Donc, c'est vraiment tout chaud. C'est disponible. Alors, format papier, format numérique. Donc, Vérité d'Hervé Gagnon. Mais là, avant de parler de Joseph Laflamme, est-ce qu'on pourrait parler peut-être de Patrick Kelly? Je l'ai mis ici, là. Ça, c'est une enquête, c'est un polar qui n'est pas historique. Et ça ressemble pas à Hervé Gagnon. Non, c'est un polar avec pas d'histoire. C'est pour ça que tu as écrit combien de pages? Parce qu'il n'y avait pas d'histoire. Oui, en fait, c'est que... Parce que ça porte à confusion. Ouais. C'est un polar, pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire dans le livre. 370 pages. C'est rare que je fais quelque chose de pas historique. Oui. Et dans ce cas-ci, honnêtement, c'est le roman de la remise en question, ça. Parce qu'il arrive un moment dans ta carrière d'écrivain ou dans ta vie d'écrivain où tu te poses la question, est-ce que je suis seulement un historien qui écrit des romans ou est-ce que je suis un romancier? Est-ce que j'ai besoin de me cacher derrière l'histoire pour raconter des histoires? Ou est-ce que je suis capable de tricoter des récits qui se tiennent bien, même sans l'armure, tu sais? C'est vrai que c'est rassurant, l'histoire, parce que comme il n'y a pas grand monde qui peut remettre en question ce que je produis comme contexte, ben tu sais, c'est rassurant. Et là, ben t'es un peu à nu, puis tout ce que t'as pour te défendre, c'est la qualité de ton intrigue. T'as rien d'autre. Et ton imagination, c'est ça, là, parce que tu pars dans le néant, là, dans le fond. Tu n'as pas de crochets sur lesquels t'accrocher au fur et à mesure que la... C'est ça. Puis tu peux pas ralentir le temps aussi. Dans un roman historique, le temps est lent. Soit que tu es au 19e, au 13e, au 15e, au 17e, peu importe. Le temps est lent. Alors qu'aujourd'hui, celui-là se déroule en 2016, si je me rappelle bien, ben écoute, tu es en voiture, puis tu as l'Internet. Puis, tu sais, au pire, aller, si c'est lent, c'est parce que tu es en autobus.
tu sais. Alors, c'est sûr que c'est pas pareil. Dans Joseph Laflamme, en 1891, 92, 93, ben un fiacre tiré par 2 chevaux, ça va à un maximum de 15 km/h. Là, on va... Traverser Montréal, c'est 45 minutes, 1 heure. Ben, c'est ça. Alors, tu sais, t'as des temps morts à meubler dans le roman historique que t'as pas dans le roman contemporain. Est-ce que t'as aimé ça? T'as aimé l'expérience? Oui, j'ai aimé ça. Pour récidiver? J'en fais un de temps en temps, mais pas trop souvent. OK. Honnêtement, puis je le dis en toute modestie, j'ai trouvé ça comme quasiment trop facile. Décrire l'enquête de Patrick Kelly. Bien, dans le sens où j'avais pas à me préoccuper des décors, j'avais pas à me préoccuper des vêtements, et même des attitudes, des règles sociales, des conventions. Parce que c'est contemporain, des moyens de transport, d'alimentation. En 1891, on mange pas la même chose qu'en 2016. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans son assiette? Où c'est qu'il prend son petit verre de gin, tu sais? Bon, c'est ça qui me manquait dans un sens. Puis récemment, j'avais une conversation avec quelques collègues auteurs, puis tu sais, des gens quand même, des gens de première catégorie dans les auteurs de polar puis d'horreur, là. Et il y en a un qui me disait, je sais pas comment tu fais. Parce que moi, il dit, ça me prend tout pour gérer mon intrigue. Et toi, t'as ton intrigue, puis t'as tout le reste à gérer. Puis je sais pas comment ta tête est fabriquée, tu sais, mais j'arrive pas à m'imaginer de faire ça. J'ai dit, c'est peut-être juste une déformation professionnelle. Pour moi, c'est comme aussi être évident. C'est aussi évident d'être en 1891 que ça l'est d'être aujourd'hui. Tu sais, j'ai pu à me casser la tête à ce point-là. Mais en écrivant Kelly, je me suis rendu compte à quel point ça occupait mon écriture, à quel point ça meublait ma rédaction. Fait qu'il y a eu une prise de conscience, dans le fond, de ton style d'écriture, finalement. Oui, puis je me suis comme réconcilié avec le roman historique. J'ai dit correct. On est bien contents. Maintenant que je sais que je suis pas juste un écrivain, un historien qui écrit des romans, là, c'est correct. Je vais retourner à ce que je fais bien. Alors, on pourrait revoir Patrick Kelly, mais c'est pas nécessairement un créneau que tu veux explorer. Puis, la porte n'est pas fermée. On en a comme jamais vraiment reparlé chez Libre Expression, parce que là, on se concentre sur le dernier Laflamme qui devrait commencer à s'écrire peut-être dans 1 an, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Parce qu'on est toujours, planifié d'avance. Moi, je sais à peu près 1 an ou 2 d'avance ce que j'ai à écrire. Là. Puis, là, tu vois, Laflamme, il y a Adolphus qui est sorti l'automne dernier. Oui, à l'automne 2018. On va le laisser vivre pour une couple d'années, parce ça. que il y a trop de la flamme, c'est comme passer de la flamme. Il faut laisser ça respirer. Puis j'ai autre chose à faire entre-temps aussi. Puis c'est avant d'en parler, justement, parce que ça, vraiment, c'est les dernières années. Jack était sorti en quelle année? Ça fait pas si longtemps 2014, que ça. je pense. 2014, c'est ça. Puis il y en a déjà 6, tu sais. C'est la pile. C'est un presque par année. Là. Tu me disais que tu étais très, très discipliné dans ton travail. Pas le choix. Alors, une vie d'auteur, parce que quand tu nous disais la semaine passée que quand tu as écrit Le Talisman de Nergal, c'était 1 volume aux 3 mois. Puis c'est pas, c'est à peu près, c'est pas des 100 pages, là, c'est des briques, là. Et puis là, le matin, c'est tous les jours comme un travail ordinaire. Là. Bien, c'est pas parce que c'est un plaisir que c'est pas mon travail. Moi, je dis toujours, tu sais, quand je vais dans les écoles, des choses comme ça, je dis toujours aux étudiants que je leur souhaite d'avoir un travail qui n'est pas une job. Un travail qui est un plaisir, tu sais, que tu fais chaque matin avec un bonheur renouvelé, puis qui te nourrit, puis que tu n'as pas l'impression de... T'as pas l'impression de devoir te fouetter pour le faire, puis tu reviens pas de la shop à moitié mort le soir, puis tu peux être heureux en travaillant, finalement. Moi, j'ai cette chance-là. Et c'est pas parce que c'est comme ça que ça exige pas une discipline. Alors, moi, je fais du 9 à 5, comme tout le monde. Puis je prends ma petite demi-heure le midi pour manger. Puis, la différence, c'est que comme je travaille chez moi, puis que mon bureau communique avec la maison, bien... si je viens de me rappeler, c'est vrai, je voulais faire un lavage, je suis capable de me lever et aller mettre une brassée dans la laveuse puis revenir écrire après pendant que ça se fait, tu sais. Puis oui, j'ai envie d'un café, regarde, je vais me lever comme tout le monde, je vais faire mon café, là. C'est comme n'importe quel bureau. Mais bon, ça me laisse une certaine liberté d'action, puis à 5 heures, quand j'ai fini, moi, j'ai pas 1h30 dans le trafic à écouter Yves des Hôtels me dire que tout est bloqué partout. On n'a pas ça à Thetford Mines non c'est plus. ça. Mais il y a bien des gens que je connais qui travaillent, puis ma blonde a fini à 5h30, mettons, ben
elle n'est pas chez elle avant 6h30, 7h moins quart. Puis elle se tape une demi-heure de route. Puis bon, tu sais, Oui. moi, je me tape rien. Moi, je finis à 5h, à 5h05, je suis en bas puis je m'entraîne. Puis une fois que j'ai fini, je remonte souper. Puis quand j'ai soupé, je redescends en bas. Puis là, je change de coin dans le sous-sol. Puis là, c'est le coin guitare. Puis là, ben, je passe 2 heures en transe. Puis je remonte vers 10h le soir. Tu sais? Et puis, tu me disais aussi que toi, l'écriture, tu n'avais pas besoin de te préparer un plan de travail. Tu commences, ça part et, je veux dire, ça déboule. Ça a toujours été comme ça? Oui, j'ai jamais tellement fait de plan. Moi. Même à l'université, j'en faisais pas. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Moi, mes profs d'université, si j'avais osé écrire sans plan de travail, je me serais fait taper sur les doigts. Oui, mais tu sais, c'est le plan. Quelle est la fonction du plan? La fonction du plan, c'est d'éclaircir le propos, c'est de planifier la démonstration d'un propos. Hein? Oui. On se dit, bon, ben maintenant que j'ai lu, je sais de quoi je parle, comment j'organise mon propos, comment je structure ma démonstration. Oui. Bon. Et ensuite, on essaie de suivre ça. Puis généralement, on se contraint à suivre ça, puis souvent, on se prive d'avenues qui auraient peut-être été plus rentables parce qu'on reste accroché au plan. On reste accroché à une structure qu'on s'est nous-mêmes imposée. C'est rassurant, le plan aussi. Oui. Comme je me prépare beaucoup avant d'écrire, puis comme je commence à être un vieux monsieur, puis que ça fait comme 30 ans qu'on me paye pour apprendre des choses, ben, veux pas, tu sais, je commence à avoir une bonne connaissance générale de l'histoire. Il y avait un de mes profs à l'époque qui m'avait dit, après m'avoir remis une très bonne note pour un travail de séminaire, de toute façon, je vous donne une bonne note, mais vous ne serez jamais spécialiste, vous êtes trop curieux, vous allez être un généraliste toute votre vie. Et, tu te rappelles de M. Bolioni, peut-être? Ah, bon. Bon, et puis... On a eu les mêmes profs à l'université. Tu dois pas être si vieux que ça. puis Bolioni, moi, j'ai été ton prof, il doit être quand même plus vieux que toi. Tu peux. Et Bolioni avait raison. Je ne suis pas capable, moi, de savoir beaucoup de choses sur un tout petit sujet. Ce qui est le propre d'une spécialisation. Oui, tout à fait, effectivement. Moi, je préfère savoir beaucoup de choses sur beaucoup de choses. Bon. Quitte à en savoir moins sur chaque sujet précis et dépendant des problématiques que je veux soulever dans un roman, bien là, je vais aller me renseigner davantage pour me spécialiser un peu plus sur certaines choses. Ce qui fait que j'apprends encore. Je suis encore payé pour apprendre. Moi, j'ai une belle vie, tu sais. J'ai une grosse bibliothèque aussi. Mais, tu sais, c'est... Une fois que tu sais bien, que tu connais bien ton propos et que tu t'es monté un bon document de référence après avoir relu peut-être une vingtaine de monographies puis d'en avoir acheté une dizaine d'autres pour te tenir à jour, puis bon... Tu sais, combien de livres tu peux lire sur le même sujet mais avant de savoir de quoi tu parles? Bon. Une fois que j'ai fait la synthèse de ça, bien, je sais de quoi je veux parler, je sais d'où je pars, puis je sais où je vais me rendre. Entre les deux, en principe, ça va se structurer au fur et à mesure. Puis, quelque part, ça fait partie de mon plaisir à moi d'écrire comme j'écris, en tout cas. Il y en a qui... Christine Bouillette me dit tout le temps, je sais pas comment tu fais, moi, elle prend plus de temps à faire son plan qu'à écrire son livre. Ah, oui. Elle planifie chaque chapitre, souvent des textes, là, tu sais, très élaborés pour chacun des chapitres qui décrivent le chapitre au complet, là. Et puis ensuite, à partir de ça, elle écrit son roman. Moi, je suis totalement aux antipodes de ça. Je prépare rien. J'ai un synopsis d'une page ou deux parce que mon éditeur me demande quand même, on peut-tu rien que savoir de quoi ça va parler? Alors, je lui produis quelque chose, puis l'éditeur n'est pas fou. Il sait très bien qu'à la fin, ça ne sera pas ça. Ah, bon. Ils Puis ils me font confiance. Qu'est-ce que tu veux? J'arrive quelque part, tu sais. Mais mon grand plaisir, c'est de dire, OK, bien, je sais ce que j'écris demain. J'ai une idée pour demain. Et c'est le plaisir. Dans le fond, ce que j'encouragerais nos auditeurs à suivre ta page Facebook, parce que c'est toujours fascinant de lire tes plaisirs d'écriture, justement. Là. Quand tu trouves un article qui... à un moment donné, c'est toi qui avais publié aussi les bébés qui étaient envoyés par la poste, là, ou des trucs comme ça. Tu as trouvé des affaires, là, puis je dis, des petites perles tordues de l'histoire. Moi, j'aime bien les mettre sur ma page Facebook. J'ai fait longtemps des saviez-vous que, jusqu'à temps où les gens commencent à m'écrire et me disent, écoute, pourrais-tu attendre après le déjeuner pour faire ça? Puis c'est vrai que c'était souvent assez horrible, mais que veux-tu, c'est ce que je trouvais à ce moment-là. Alors, non, ben j'invite nos auditeurs à suivre la page Facebook. Alors, on va parler de Jack. En fait, Jack. La première enquête de Joseph Laflamme qui a été soumis à Saint-Pacôme, qui a remporté qui a gagné le prix. Saint-Pacôme, premier roman. Premier polar, donc qui a gagné Saint-Pacôme. Joseph Laflamme, dans le fond, c'est un journaliste. Dans Jack, c'est un journaliste pigiste. Ben, il reste toujours un peu...
Il est engagé, mais il est payé à l'article, peu importe où il travaille, puis les journaux n'arrêtent pas de fermer, fait qu'il change tout le temps. Ah, il y a pas... D'ailleurs, ça me joue des tours, parce que selon le tome, dépendant de l'année où l'action se situe, tel journal, ben, il est fermé, puis là, il faut que je le transfère ailleurs. Mais ça n'a pas changé, hein? Les médias au Québec, ça bouge beaucoup. Et donc, on est en 1891 pour le premier. Et là, tu suis un fil conducteur, dans le fond, l'histoire de Jack l'Éventreur. Ben oui, j'ai fait ça. C'est ça qui est fascinant parce que, bon, c'est suivi de... C'est-tu Maria, le Benjamin, deuxième? Maria, c'est ça, c'est... Je me souviens plus. Jérémia, Maria. C'est Jérémia, Maria, Benjamin, puis Joseph. C'est ça, Maria, c'est le deuxième. Et troisième. dans Maria, c'est le troisième. Moi, c'est le troisième. Bon, ben je les ai lus, mais je veux dire, là, on est avec Maria dans des sordides histoires de fornication entre les hospitalières de l'Hôtel-Dieu et les sulpiciens. Mais c'est pas arrivé, hein? C'est un canular. C'est pas arrivé. Parce que mes bonnes religieuses hospitalières de Saint-Joseph vont m'appeler pour me chicaner si je dis que c'est vrai. C'est pas vrai. C'est parce que là, moi, quand j'avais lu ça, j'ai dit, parce que j'ai dit, c'est lui qui a monté le musée des hospitalières à Montréal. Mais c'est là que j'ai trouvé le prétexte à ce roman-là. Ah bon? J'étais tombé dans les archives sur un joli tome, un petit in-folio très bien relié en cuir, très joliment relié, qui s'intitulait... ça racontait l'histoire supposément de Maria Monk, qui aurait été une novice chez les hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal et qui raconte qu'on l'avait forcée à forniquer avec des sulpiciens qui passaient dans un tunnel sous la rue Saint-Paul pour venir se livrer au stupre et la concupiscence avec les bonnes hospitalières. Et les fruits du péché qui étaient engendrés par ces fornications étaient d'abord baptisés, ensuite étouffés, puis éventuellement jetés dans une fosse commune et couverts de chaux-vives et blablabla. Bien, le prétexte, c'est Maria, c'est le prétexte de Maria. Mais c'était merveilleux, sauf que quand j'ai demandé à la religieuse archiviste d'équesser ça, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? The Awful Disclosures of Maria Monk, ça s'intitule. OK. Ça, je vais le montrer pour que Luc puisse prendre... Et l'archiviste, la sœur archiviste me l'avait littéralement arraché des mains en disant « Ça, on parle pas de ça ». Alors évidemment, il suffisait de me dire ça pour que je trouve un moyen de m'insinuer dans les archives en son absence et de photocopier secrètement le livre, qui était évidemment un canular. C'était un faux qui avait été inventé, qui avait été écrit par un pasteur anglican de New York dans la foulée du mouvement anticatholique aux États-Unis, à l'époque où la potato famine amenait plein d'Irlandais catholiques aux États-Unis, puis les protestants n'aimaient pas bien ça. Bon. Et il y avait un petit peu ce mouvement-là à Montréal aussi. Et la Maria Monk en question, c'était la fille d'un militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a vraiment existé, qui avait une maladie mentale et qui a fini par mourir de la syphilis avec 4 enfants de 4 hommes différents à New York quelques années après ça. Là. Ça a été écrit, c'est en 1836. Alors, je suis parti de ça et je me suis dit, ma foi, si par hasard, il y avait une canalisation qui se rompait à Montréal, chose courante déjà à l'époque, ça n'a pas changé. Parce que c'est les mêmes canalisations, vois-tu? C'est 1890, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Et si on trouvait des ossements d'enfants dans une canalisation rompue sur la rue Le Royer, là où était l'Hôtel-Dieu à l'époque, ma foi, et si Maria Monk avait dit vrai. Et là, on n'a un polar. On a un polar. Alors, on est dans l'abus d'enfants, etc. Et les femmes sont particulièrement touchées par celui-là. Ah oui? Moi, à cause de ça. Les femmes, souvent, qui découvrent la flamme, partent souvent avec celui-là en premier. Même si c'est le troisième. Oui, parce que, honnêtement, c'est ça. Les La Flamme se livrent dans n'importe quel ordre aussi. C'est ça qui est... Ouais, c'est malhonnête de faire des enquêtes qu'on peut seulement apprécier si on a lu les précédentes. Moi, je trouve que ça... Oui, mais tu sais, c'est des enquêtes, c'est ça, indépendantes. Ouais. Donc, c'est le mais fun, les personnages évoluent. Oui, tout à fait. C'est sûr là, que si tu lis le 5e en premier, ben tu vas voir qui a marié qui. Puis dans le premier, ils se connaissent pas. Ça, c'est un peu tannant. Mais bon, ça, c'est un détail. Ça t'empêche pas d'apprécier l'intrigue. Non, pas du tout, c'est ça. Ils peuvent puis se les intrigues soignent pas mal, fait que c'est le fun à lire. Je pense que j'ai son fun à écrire, en tout cas. Jérémia, il y avait en tout cas, ça parlait de la guerre de sécession. Jérémia, c'est parti du passage de l'assassin de Lincoln à Montréal en 1864 et 65. John Wilkes Booth est passé 2 fois à Montréal. Et, le futur assassin du président Abraham Lincoln. Il s'est installé dans le St. Lawrence Hall Hotel sur la rue Saint-James, qui est aujourd'hui Saint-Jacques. Et c'est là qu'il avait essayé de négocier des contrats d'achat de provisions et d'armes pour l'armée confédérée.
Et sous couvert de son activité d'homme de théâtre, Oui. il rapportait tout ça dans ses roulottes par, Hey, tu me donnes le goût de le par relire, voie là. fluviale, tu sais. Mais moi, tu sais, ça, c'est juste le prétexte. Je pars toujours d'un prétexte historique, mais le fun après, c'est de dire, OK, prétexte. mais s'il avait laissé quelque chose, il aurait laissé quoi? Et là, t'as un polar. Et là, je vais te dire, celui-là, je me souviens. Benjamin, c'est au Château Ramsay. Bon, C'est Benjamin Franklin, le passage de Benjamin Franklin à Montréal en 1775. OK, c'est ça le Pendant, prétexte. pendant quelques Écoute, semaines. ça fait quand même un petit bout, moi, que je les ai Et lus. il Là. était Tu sais, quand venu, t'en as lu 6, là, à un moment donné, tu dis, voyons, Mais c'est pas lequel moi qui t'ai parle donné de ton quel? cours d'histoire du Canada, sinon tu t'en souviendrais. Ah, bon. Oui, tu m'as pas donné mon c'est cours ça. d'histoire du Canada. Et Bon. rappelle-toi que Franklin était venu ici comme représentant du Congrès de Philadelphie pour essayer de convaincre la province of Quebec de devenir le 14e État de la Révolution américaine. C'est drôle, aujourd'hui, on est en politique puis on parle que le Québec est le futur 51e État américain. Ouais, mais imagine, tu sais, moi je suis parti de la prémisse que, OK, mais qu'est-ce qui serait arrivé s'il avait réussi mais que le papier s'était pas vendu? T'sais, bon, là, ça devient intéressant. C'est à lire, on veut le savoir. Ben, c'est parce que Franklin, en plus, avait ceci de particulier que c'était le franc-maçon le plus en vue au monde. Oui, parce que à ça, cette c'est un époque-là. thème qui revient Ah oui, quand parce qu'il même y a personne, il n'y a pas souvent, grand monde qui là, connaît ça au la Québec à part moi. franc-maçonnerie, tu sais. J'en profite. C'est comme mon petit terrain de jeu. tu sais. Oui, parce que la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Là, Mais on ne réalise dans pas tes à œuvres. quel point ça a été derrière bien des choses qui se sont faites au Québec. Pas dans le sens où il y avait un complot, mais dans le sens où, écoute, il fut une époque où il y avait à Montréal entre 5 et 20 000 francs-maçons. Quand même. Tu sais, anyone who was somebody was a franc-maçon, hein, tu sais. Oui, Ça fait que, tu sais, un des premiers grands maîtres de la Grande Loge provinciale, c'était John Molson. Et tous les hommes d'affaires, tous les banquiers, les professeurs de l'Université de McGill, etc., étaient tous maçons. des Et ils francs-maçons. se rencontraient tous en loge une ou deux fois par mois. Et c'est là qu'ils dealaient les contrats, puis les emprunts, puis les ententes contractuelles et les ci et C'est les là ça. que ça se décidait Ben oui, à c'est là que ça se Montréal, hein. faisait. Tu sais. Et on ne se rend pas compte que c'était aussi le principal réseau d'information. Les journaux de l'époque nous publiaient les choses qui s'étaient produites l'avant-veille, Ah ben oui, à cause des délais de à cause publication, des délais, tout ça. oui. Tu sais, Hey, on alors- est loin de Facebook, Ouais, hein? tu sais. Et alors, si tu voulais t'informer, la meilleure manière, c'était de demander à un frère de loge qui allait dire, oui, je connais quelqu'un dans une autre loge, attends, je vais envoyer un message. Et le lendemain, généralement, le type t'envoyait un message à la maison en disant, j'ai demandé, et puis voici. Alors, quelques heures, tu avais une réponse à travers le réseau des loges Oui. maçonniques, alors que par les journaux, des choses comme ça, c'était pas évident. Tu sais. Alors, c'est sûr qu'au niveau des affaires, les avantages, c'est là qu'ils se négociaient, puis l'avantage de la connaissance rapide des choses. J'entends dire que telle action va s'effondrer. Tu sais? T'as 36 heures pour t'en débarrasser avant que ça se sache. Tu sais? Et donc, Ah. toi, dans le fond, tu as utilisé Joseph Laflamme comme l'individu qui trace le chemin du polar. Dans le fond, c'est lui Ouais. qui tient la corde Ouais. à travers le prétexte que tu Mais as il y a une trouvé. belle gang avec lui. Oui, Ils il y a sont une tous belle utiles. gang, Ils sont tous c'est utiles. ça. Effectivement, au début, premier tome, on a principalement Joseph Laflamme. Ouais, on fait la avec sa connaissance de sa C'est ça. sœur. Plus tard, on va avoir l'époux de sa sœur. Le bon McCreary. oui, Il vend pas la mèche, ils McCreary. sont même pas encore mariés. Ah, ils ne sont pas encore mariés. Ben non, même dans le 6e, ils sont pas encore mariés. Le pauvre Mais moi, McCreary j'ai pas il essaie d'apprendre son catéchisme, puis il n'y arrive pas. C'est très drôle. Ah, c'est d'ailleurs. vrai, il est protestant. Ouais. lui, hein. Et puis, bon, ben, c'est une petite clique, là. J'ai pas encore lu Adolphus, qui est sorti l'automne dernier, mais on me dit que ce n'est pas le dernier La Flamme. Il y en a au moins un autre, parce que le contrat est signé, puis j'ai envie de le faire, puis j'ai envie de voir où il s'en va. Puis d'ailleurs, il faut que je marie des gens, il faut que je tue des gens. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut que je fasse. Il faut que je nettoie l'ardoise un petit peu. OK. Mais tu vois, comme ils ont commencé à sortir en France chez 10-18, dans la collection Grand Détective, j'étais vraiment là, ça vraiment vient, très ça impressionné. vient de sortir là. en France, Ouais, là. le premier tome, Jack vient de sortir, puis Ah bon. Jérémia va sortir d'ici un mois ou deux. Et les deux prochains. Donc, on là, va l'année laisser les prochaine. Français se mettre Ouais. à jour. Alors, quand on va être rendu à 6 partout, j'aimerais ça sortir le 7e pour tout le monde en même temps. Fait que c'est toute la francophonie, ça. Ouais. C'est Ben oui, je beaucoup. fais ça. Ben oui, ben oui. Des fois, j'ai de la misère à le croire. Mais c'est formidable pour un petit gars de Montréal, là. Tu regardes du Saguenay en plus. Ah, du Saguenay. Ouais. 3 tiers dans ma vie. Moi, un tiers au Saguenay, un tiers à Montréal, un tiers en Estrie. Mais là, le dernier tiers est en train de devenir une moitié. Il faut que j'y vois, là. C'est- En tout cas, on est intéressé d'avoir la suite. Mais dans le monde du cirque, celui-là, en plus, c'est le fun.
Écoute, les hommes forts, les femmes à barbe, les jumeaux siamois. Là, je vais le lire. Là. Je suis chanceuse, j'ai l'exemplaire. Et je dois, avant de terminer l'émission, il faut que je te dise que nous, on a 2 monuments du journalisme au Québec avec Pierre Sévigny et Nelson Fecteau, c'est l'âge d'or du journaliste, je pense, dans la région. Et puis, ils sont très, très intéressés à suivre M. Laflamme dans ses aventures journalistiques. Donc, tu as sûrement fait... Les journalistes l'aiment bien. Oui, tu as sûrement fait de nouveaux adeptes là, dans les quelques dernières semaines. D'ailleurs, les deux... Michel Lacombe, que je connais bien, l'aime bien aussi. Puis, il me disait, Mané, si seulement c'était comme ça. Mais d'ailleurs, là, il attendait là, mes deux journalistes là, que j'ai fini l'entrevue avec toi pour me partir et me voler des exemplaires, justement. Mais il garde le 6e et tu l'as pas Oui, moi, celui-là, je le garde. Mais je leur laisse les 5 premiers, il n'y a pas de problème. Mais un grand merci, Hervé Gagnon, de nous avoir visités. Et puis, on vous invite, mesdames et messieurs, à vous procurer ces œuvres à la librairie L'Écuyer ou à la bibliothèque municipale. Donc, c'est à lire et il y en a plusieurs. Donc, gâtez-vous. Là-dessus, on se voit la semaine prochaine.